Xavier Hofer, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes criminologue, docteur en géographie, en géopolitique à l'Université Paris-Sorbonne, directeur de collection au CNRS, auteur de nombreux ouvrages consacrés à la criminalité et au terrorisme, dont À qui profite le djihad ou alors Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture, qui est donc paru maintenant il y a quelques années. Merci donc d'être avec nous. Vous invitez pour parler de nos prisons. C'est quand même l'un des sujets qui fait l'actualité française en ce moment. Dernièrement, nos prisons sont ciblées par des attaques qu'on pourrait juger presque terroristes. Vous allez nous éclairer sur les termes qu'il faut employer, puisque je sais que vous faites ça de façon très précise à chaque fois. On a 65 faits qui ont été pour le moment remontés. Le gouvernement assure qu'il soutient le personnel pénitentiaire, qu'il va s'engager pour la sécurité de nos prisons. Et en même temps, le gouvernement se félicite aussi parce qu'il juge que cela veut dire que les actions portées ces derniers mois contre le narcotrafic, notamment, visent juste et que c'est donc ces bonnes actions qui ont suscité la colère et la réaction des délinquants et des criminels. Qu'en pensez-vous, Xavier Hofer ? Je pense d'abord qu'il faut partir des fondamentaux. Je vais exprimer dans les instants qui viennent un certain nombre de critiques sur ce qu'il se passe. Je ne critique pas le fait qu'il y ait une police, une justice et une institution pénitentiaire en France. Pendant 3 décennies à l'Institut de criminologie, j'ai formé sans doute des dizaines et peut-être même des centaines de futurs policiers, de futurs magistrats, de futurs dirigeants d'institutions pénitentiaires, des étudiants qui après ça passaient des concours pour entrer dans ces institutions. Et donc ma critique est positive. C'est-à-dire que ce que je vais exprimer vise à améliorer les choses, à se demander pourquoi les choses ne sont pas comme elles devraient être. Alors, premièrement, il est clair que nous sommes aujourd'hui dirigés par des individus, c'est-à-dire des ministres, qui n'ont aucune espèce d'idée de ce que c'est qu'un criminel ou un terroriste, qui n'en ont jamais vu et qui surtout n'ont pas écouté ceux autour d'eux qui savent, c'est-à-dire des experts de la police, des experts des services de renseignement, des experts magistrats, des experts de la pénitentiaire, car leurs propos sont incohérents la plupart du temps. Ma première surprise, c'est que les médias domestiqués par le pouvoir politique qui les arrose, vous savez, les médias du système, ne posent pas, n'ont jamais, depuis le début de cette affaire, posé la question fondamentale. Comment se fait-il que de tels événements aient pu se reproduire 65 fois, c'est vous qui me le dites, sans que, à aucun moment, ni le ministre de la Justice, ni le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire M. Darmanin et M. Retailleau, ne soient capables de nous dire qui a fait ça. Encore aujourd'hui, 10 jours après le début des faits, c'est une espèce de patauge, on patauge dans peut-être que ceci, on n'écarte aucune hypothèse, etc. Nul n'est capable de nous dire clairement qui a fait ça et pourquoi. C'est invraisemblable. Depuis un publiciste, un spécialiste du droit public du 19e siècle qui s'appelait Émile de Girardin, la France entière connaît un proverbe qui est devenu un classique, gouverner c'est prévoir. Pourquoi rien de tout cela n'a-t-il été prévu? Vous vous rendez compte que coordonner de telles actions, même pas 65 fois, mais 10 fois, 20 fois, 30 fois, nécessite que des individus se coalisent, nécessite que des individus se parlent, nécessite qu'ils échangent, nécessite qu'ils accumulent un certain nombre de moyens pour ce faire, c'est-à-dire des cocktails Molotov, c'est-à-dire dans le cas de Marseille des armes à feu, c'est-à-dire des voitures qu'on appelle des voitures de guerre, c'est-à-dire des voitures maquillées ou volées exprès pour servir à des actes illicites. Tout cela nécessite la coalition de dizaines au minimum d'individus pendant au minimum quelques semaines, voire plus, et personne n'a rien vu. Pourquoi les dirigeants actuels du renseignement intérieur n'ont-ils pas été virés devant ce raté absolument monumental? Est-ce que vous J'ajoute, avez une réponse à cette question, une piste de réponse? Pourquoi? oui, mais je veux d'abord ajouter quelque chose, c'est que c'est la deuxième fois en 2 ans. Vous avez vu l'affaire Amra, je rappelle l'affaire. Quelqu'un, un individu, un bandit dont nul
dans l'institution policière ou pénitentiaire n'avait vu que c'était un individu très dangereux, il le prenait pour un petit clampin, c'était un individu très dangereux, est extrait de sa prison pour Dieu sait trop quoi, à un péage d'autoroute, un commando le libère, deux gardiens de prison sont tués, deux accompagnants pénitentiaires sont tués et trois sont blessés. Et après, au cours de l'enquête, on découvre un gang fort dangereux d'individus coalisés vaguement par une appartenance commune à une tribu africaine, semble-t-il. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Hein. Ils se définissent eux-mêmes comme Black Manjack Family. Dans leur espèce de sabir franco-anglais, Manjack étant une population de la Guinée-Bissau. Donc voilà des gens dont on va découvrir après ça qui sont follement dangereux, mais personne n'avait prévu leur action et personne n'avait même vu dans la police et dans l'institution judiciaire que que ce gang fort dangereux, la preuve, ils ont été capables de rafaler et de tuer des gens lors d'une opération de commando pour faire évader Mohamed Amra, et à chaque fois, rétrospectivement, on a droit au même baratin, c'est-à-dire la République saura se défendre, etc., mais rien vu, rien vu, rien vu venir, et finalement rien compris. Voilà, le diagnostic, un criminologue, ça fait des diagnostics, mon diagnostic est le suivant, un loupé phénoménal, et jusqu'à présent, 10 jours après, aucune réponse claire et cohérente de l'État. Alors, Xavier Hofer, il y a plusieurs éléments qui sont actuellement, j'ai envie de dire, à notre disposition pour analyser un petit peu ce phénomène. D'abord, c'est le fait que vous avez, enfin, on l'a rappelé, il y a eu 65 événements dans, faut le rappeler aussi, une trentaine de départements français, ce qui est une couverture du territoire assez impressionnante. On soupçonne fortement que le mouvement originel, donc qui est le DDPF, Défense des prisonniers français, ait fait des émules finalement, et que tout ça ne soit pas exactement concerté, enfin réalisé par une seule organisation. Dans les éléments qu'on a à notre disposition, il y a aussi le fait que, enfin, on a l'impression que c'est quand même l'ultra-gauche qui est à la manœuvre derrière, avec des tags en écriture inclusive qui ont été réalisés, soutien au tolar.d.e.s, voilà, soutien au mouvement abolitionniste, donc anti-prison, qui déplore même la construction de nouveaux CRA. Concrètement, c'est pas les premières dégradations, premières tentatives d'attentats qui sont réalisées par l'extrême gauche depuis un an. C'est-à-dire qu'en fait, on assiste à une sorte de retour de terrorisme d'extrême gauche dans tout le pays, avec l'attaque de fret ferroviaire, avec des attaques de prison. Qu'est-ce que ça veut dire, et est-ce que finalement il y a une menace politique de l'ultra-gauche aujourd'hui en France ? Mais non, la menace en question ne provient que n'a qu'une seule origine, c'est l'impéritie des gens qui vous gouvernent. Si on a un gouvernement capable de faire son boulot, ils sont tous au trou en 3 semaines, voyons donc. Ça tient simplement au fait que nous sommes... alors, premier point, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, c'est-à-dire M. Macron et son entourage, sont des libéraux. Pour les libéraux, les néolibéraux, il y a un seul ennemi, c'est la droite nationale, et donc ils considèrent comme des sortes d'alliés naturels cette extrême gauche qui est composée de petits noyaux que tout le monde connaît. La préfecture de police de Paris, dans la région parisienne, infiltre les petits noyaux anarchistes depuis un siècle et demi, depuis la bande à Bono. C'est-à-dire depuis l'anarchisme, la bande à Bono, c'est 1910-1911, mais auparavant, il y avait déjà des anarchistes en France. Et quand vous lisez les mémoires d'un préfet, le seul préfet de police de Paris qui a écrit ses mémoires à la fin du 19e siècle, il s'appelle Louis Andrieux, et c'était le père du poète et romancier Louis Aragon. L'Aragon étant son nom de plume. Voilà, Louis Andrieux a écrit les mémoires d'un préfet de police et il raconte là-dedans qu'ils infiltrent tout ce qui est un peu extrémiste en France à l'époque. Ça va depuis les bonapartistes jusqu'aux anarchistes, et ils rigolent même en disant les anarchistes c'est bien parce qu'ils sont pas très chers, vous savez, ils ont des petits moyens, donc on les achète pour pas grand-chose, et on sait tout ce qui se passe chez eux. Ça fait plus de 150 ans que la préfecture de police, qui a une immense habitude, coût pratique de ça, infiltre ces groupes. Si jamais au gouvernement arrivent des gens sérieux, quels qu'ils soient, et qui convoquent le préfet de police en disant « Monsieur le préfet de police, tous en tôle demain matin », ils le sont évidemment.
Sauf que ces individus qui, le lundi et le mardi, vont mettre le feu à des voitures devant des prisons, le mercredi sont des militants antifa, c'est-à-dire contre la droite nationale, et à ce titre, ce sont en même temps des sortes d'alliés objectifs pour le pouvoir actuel. Un petit peu sur le même mode que dans le temps, vous savez, quand Kadhafi était le président, le dictateur de la Libye, le lundi, il faisait sauter une bombe à Paris et le mardi, il nous achetait 60 Airbus, ce qui fait qu'on ne savait jamais si M. Kadhafi était notre meilleur client ou notre pire ennemi. Eh bien voilà, il y a des moyens de faire des choses comme ça un peu ambiguës qui font qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser. Chaque fois que ce régime le gouvernement de M. Macron réprime depuis qu'il a pris le pouvoir en 2017, c'est toujours la droite nationale, et chaque fois qu'il épargne des gens, même pour des actes relevant clairement du terrorisme. Enfin, vous vous rendez compte que des voies ferrées ont été sabotées, que des câbles Internet assurant la circulation de l'information depuis Marseille jusqu'au nord de la France ont été sabotés. Pour des motifs politiques, ça a un nom, ça s'appelle un attentat, et aucun de ces actes n'est mis aux mains de la justice antiterroriste et aboutit chez un vague juge d'instruction à la campagne qui finit par enterrer l'affaire 6 mois après parce que pas de preuves. Donc oui, il y a bien une espèce d'alliance objective dirigée contre la droite nationale par ce gouvernement et par ses alliés d'extrême gauche, et ce qui explique son extrême embarras à qualifier les actes en question. Il a peur que ça arrive chez des gens et qu'un jour on les arrête et qu'on découvre que c'est le fils ou la fille de tel ministre ou Ah oui. quelque chose dans ce goût-là, voyez-vous. C'est ça qui est le problème. C'est vrai qu'on imagine assez mal la droite ou des militants même de droite, même des groupuscules considérés comme les plus radicaux, commettre ce type d'attentat et de cette ampleur-là. Oui. Et d'autant, Xavier Hofer, que alors, je suis tombé sur un thread sur Twitter où effectivement on recense tous ces attentats. Il y a même je voyais des explosions dans une usine Volvic il y a un an. On peut citer même des sabotages sur les Jeux Olympiques. D'un autre côté, on entend bien sûr tout ce que vous dites qui s'applique effectivement fort bien à Emmanuel Macron. D'un autre côté, trouve à titre personnel qu'on peut quand même difficilement accuser Bruno Retailleau de complaisance avec l'extrême gauche, et je doute que la fille de Bruno Retailleau fasse partie d'un collectif de antifascistes qui commettent des explosions sur des voies ferrées. Ça n'est pas ce que j'ai dit. Il se trouve cependant que M. Retailleau n'est pas maître dans son ministère. Vous savez, quand vous êtes ministre à l'heure actuelle, on vous entoure d'un certain nombre de gens de votre cabinet que vous ne choisissez pas vous-même. Et clairement, M. Retailleau ne fait pas ce qu'il veut au ministère de l'Intérieur. S'il faisait ce qu'il voulait, il dirait la vérité. Je l'ai entendu dire 3 fois qu'il y avait 600 cambriolages par jour en France. Ce sont les chiffres mensongers délibérément donnés par le service des statistiques du ministère de l'Intérieur, voulu par M. Darmanin et avant lui par tous les autres ministres de l'Intérieur depuis M. Cazeneuve. Ces chiffres sont mensongers, ce ne sont que les cambriolages de domiciles privés. Si on prend tous les cambriolages, c'est-à-dire ceux des domiciles privés, ceux des boutiques, ceux des mairies qui sont cambriolés, ceux des hangars agricoles, ceux des usines qui sont cambriolés, c'est 1400 par jour, Ah oui. presque un cambriolage par minute. Donc, si jamais M. Retailleau, j'ai rien contre lui, comprenez, mais quiconque autre arrive au ministère de l'Intérieur, il arrive à la télé, il dit aux Français, voilà la vérité des chiffres. Et à ce moment-là, il la donne. À l'heure actuelle, il est encore contraint par les mensonges officiels déterminés par un service des statistiques du ministère de l'Intérieur sur lequel, manifestement, il n'a aucune prise. C'est ça la réalité. Un ministre, il ne fait pas ce qu'il veut. Monsieur Macron, qui dirige tout ça d'une main de fer, parce qu'il a l'air comme ça d'un homme un peu léger et vacillant, mais en réalité, dans le contrôle du pouvoir, dans le contrôle des médias servis, dans le contrôle de l'appareil d'État, il dirige les choses plutôt fermement. Vous savez, j'ai d'anciens étudiants un peu partout et j'ai de cela des récits directs, et je dirais pratiquement toutes les semaines. Eh bien, à ce moment-là, les gens qui sont au pouvoir, en plus de ça, vous comprenez que vous avez des gens qui sont ministres à l'heure actuelle, mais qui en même temps sont candidats à quoi que ce soit d'autre. Ministre, c'est pas un job d'intérimaire. Voilà, c'est-à-dire que quand vous avez un vrai ministre de l'Intérieur qui consacre... Le ministère de l'Intérieur est terrible, c'est le plus difficile à tenir de toute la République.
puisque c'est le ministère de la Sécurité, le ministère territorial et le ministère des cultes. C'est 3 ministères en un. Donc ça suffit à remplir la vie de quelque homme politique que ce soit 25 heures par jour. Si en plus il est candidat à devenir président ou même candidat à la présidence de la République, comme ça se murmure, ça rend pas les choses faciles. Même chose pour M. Darmanin. On a des ministres à l'heure actuelle du régalien qui sont des intérimaires. On continue avec vous encore quelques minutes, Xavier Hofer. J'annonce seulement la suite du programme à nos auditeurs. On recevra dans quelques instants Claude Janvier pour parler de son dernier ouvrage, Le Nouvel Empire européen. Mais pour l'instant, on va continuer sur ce sujet de la sécurité de nos prisons. Xavier Hofer, aujourd'hui, on a le personnel pénitentiaire qui se sent déjà très vulnérable, mais aussi complètement abandonné par le pouvoir. Alors, que peuvent-ils faire? Parce qu'aujourd'hui, ils en dépendent de ce pouvoir. Alors, est-ce qu'il y a un problème d'hypercentralisation? Est-ce que ce serait vraiment une solution de pouvoir laisser les prisons s'organiser pour faire face à ce type d'incident? Ou est-ce qu'au contraire, ça signifierait qu'on a complètement abandonné le terrain et que tout part en vrille? Je voulais vous dire d'abord une chose. Il y a une différence entre les criminologues et les gens qui font de l'information, c'est que nous sommes des professionnels de terrain. Il n'y a pas 10 jours, j'ai passé une journée entière dans l'Est de la France avec des représentants de syndicats de la pénitentiaire. J'ai passé la journée avec eux parce qu'ils avaient besoin d'entendre un criminologue sur des points importants. Le seul point qui fait qu'il y a des prisons en France, le seul point qui fait qu'il y a un ministère de l'Intérieur et le seul point qui fait qu'il y a un ministère de la Justice, etc., c'est le phénomène de la récidive. Si jamais les bandits ne commettaient chacun qu'un seul acte, qu'un seul crime ou qu'un seul délit et rentraient se coucher après ça, il n'y aurait pas besoin de tout ça. Donc j'étais avec eux pour parler du phénomène de la récidive et ils m'ont expliqué tout ce qui n'allait pas chez eux. Ce qui ne va pas chez eux, c'est classique, c'est que le ministère de la Justice est en France un ministère clochardisé. Il y a par paquet, par groupe de 100 000 habitants, il y a 4 fois plus de procureurs de la République en Pologne qu'en France. Il y a plus de procureurs de la République par habitant en Moldavie et ça a l'air d'une plaisanterie, en Albanie qu'en France. Donc ce ministère est sous-dimensionné. Quand M. Dupond-Moretti dit qu'il a obtenu 8%, etc., c'est un effort, mais bien entendu, c'est 30% par an pendant 5 ans qu'il faudrait. Vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle, les malfaiteurs, les délinquants juvéniles sont les plus difficiles à traiter. C'est comme des enfants remuants, il faut être avec eux sans arrêt. En moyenne, les conseillers d'insertion et de probation, c'est-à-dire les fonctionnaires de la pénitentiaire qui doivent encadrer les jeunes délinquants, quelle que soit leur origine, hein, c'est pas ça le problème, qui doivent les encadrer, ont en moyenne 66 cas difficiles chacun à gérer. C'est naturellement strictement impossible. J'ai un de mes anciens étudiants qui est magistrat, procureur dans l'Est de la France. Il devrait, pour pouvoir rendre sereinement la justice, quand on ne peut pas rendre sereinement la justice, on commet des erreurs judiciaires. Et après ça, c'est pire qu'avant, parce qu'on est libérer des gens et parfois ils sont dangereux. Donc il devrait avoir 30 dossiers sur son bureau, il en a 300. Le problème de la justice, c'est qu'elle n'est pas à l'échelle. Il n'y a pas en France les institutions, il n'y a pas assez de magistrats, il n'y a pas assez de prisons, évidemment. Monsieur Macron avait fait des promesses en l'air quand il est arrivé, disant qu'il y aurait 15 000 places de prison en plus. Et donc, en réalité, quand il partira au bout de son deuxième mandat, si entre celles qu'on construit et celles qu'on démolit, parce que naturellement elles deviennent vétustes, il y en a 3 000 de plus, ça sera le bout du monde. Et en fin de compte, les prisons françaises sont remplies de gens qui n'ont rien à y faire. Il y a dans les prisons françaises entre 15 et 17 000 étrangers qui devraient être renvoyés chez eux. Si vous renvoyez ces gens-là chez eux, et à ce moment-là, il faut imposer le fait qu'ils retournent chez eux, c'est politique, hein, c'est une décision qui revient à taper sur la table en disant allez tous dehors. Sauf naturellement quelques cas rares d'humanitaires, etc., mais la grande majorité dehors, plus un autre fait. Tous les détenus en France, il y a à la louche 65 000 prisonniers. Il y en a un quart, qui soit français, immigré ou étranger, un quart de tous les détenus souffrent de pathologies psychologiques.
Les gens qui souffrent de pathologies mentales n'ont rien à faire dans une prison. Il faudrait créer des hôpitaux psychiatriques sécurisés pour maintenir tous ces gens-là. Entre les gens qui souffrent de pathologies psychiatriques et qui sont en prison où ils n'ont rien à faire et les étrangers, on récupère 20 000 places tout de suite. Le problème est résolu. Les gouvernements repassent la patate chaude de la prison à leurs successeurs et n'ont en réalité aucune intention de faire les choses durablement. Pourquoi? Parce qu'ils sont ministres aujourd'hui, ils seront candidats demain. Bon, Xavier Hofer, on finit sur ces mots. Il y a Jean dans le chat en direct, dans la discussion en direct sur YouTube qui dit Hofer président. Alors, bon, président, je ne sais pas, pourquoi pas ministre de l'Intérieur, voilà. Merci. Je vais vous faire un aveu, c'est dictateur de la galaxie qu'il faudrait. Très bien. Bon, écoutez, le mot est passé. Merci Xavier Hofer d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour votre analyse. Et puis, on espère que bientôt, après le diagnostic, viendront l'heure d'administrer le remède. À très bientôt, Xavier Hofer.